ces constats, pourquoi s'engager dans une commande publique circulaire? Cette fois, exactement pourquoi la commande publique a un rôle clé à jouer en la matière. J'ai repris une introduction qui est issue des cahiers techniques de l'AREN en 2017, qui donne un peu justement ce rôle clé de la commande publique dans l'économie circulaire. L'Union européenne et la France se sont fixés des objectifs ambitieux de développement de l'économie circulaire, et la commande publique est considérée vraiment comme un levier économique important et un instrument politique au service de cette ambition. Donc voilà, les visions de l'économie circulaire de la commande publique peuvent contribuer à en développer ces versions les plus ambitieuses. Donc c'est des premières notions qui sont apparues déjà depuis avant 2017 et qui se sont traduites très concrètement, vous le voyez dans la réglementation récemment. Maintenant, sur les importants leviers de la commande publique, le premier, c'est avant tout le poids économique de celle-ci. J'ai repris quelques chiffres clés. La commande publique, c'est 200 milliards d'euros par an, soit 10% du PIB français, et ça représente 12,5% des émissions de gaz à effet de serre. Et les collectivités représentent seules 70% des investissements publics en France. En cela, voilà, c'est un levier de poids sur lequel on peut avoir de réels bénéfices. Il y a effectivement cet effet d'entraînement des acteurs économiques lié à l'exemplarité de la collectivité, l'effet que cela peut avoir sur l'évolution de l'offre des prestataires en intégrant des critères de durabilité. Voilà, on incite les prestataires à adapter leurs offres. Et enfin, une notion de seuil pour le développement d'offres circulaires, c'est que si le prestataire, le marché s'adapte, il a intérêt à rechercher plus de clients pour pouvoir alimenter justement ces frais de recherche et développement pour toujours proposer des offres qui répondent davantage aux critères. C'est également un enjeu de souveraineté. Alors là, il y a beaucoup de notions qui sont réunies, de souveraineté, de sobriété et de lutte contre le changement climatique. Il est dit par exemple que 80% des émissions mondiales sont liées à la production et à l'utilisation de matériaux dans la construction et les produits manufacturés. Dans le cas par exemple de l'Île-de-France, on est sur une région qui, sur 4 ensembles de matières principales et qui représente à elle seule 60% de la consommation de matière de la région, on est très dépendant des autres régions, des autres pays pour ce fonctionnement. Ces 4 ensembles de matières dont dépend la région Île-de-France, c'est la biomasse agricole, les produits alimentaires, les combustibles fossiles, les matériaux de construction et enfin les produits finis et les minerais métalliques. Donc, vous voyez, on est sur des matériaux extraits et issus, qui ne sont pas produits localement et pour lesquels on a un intérêt à essayer de repenser et de relocaliser la production et nos moyens de consommation. Ça peut se traduire par des mesures incitatives, donc à travers la commande publique, sur lesquelles les marges de progression sont importantes. Et à titre d'exemple, ça peut avoir trait à l'amélioration du rendement énergétique, l'accélération de la transition vers les énergies renouvelables, l'efficacité dans l'utilisation de ces matières premières, les conditions d'approvisionnement, donc là on pensera aux circuits courts, aux achats responsables, et enfin à la chasse au gaspillage. On pense souvent alimentaire sur le gaspillage, mais voilà, c'est une notion qui s'applique à tous les matériaux. C'est également un véritable levier pour un développement économique innovant, compétitif et inclusif. Et là-dessus, je vais laisser ma collègue Louise Vidal prendre la parole sur les intérêts de cette commande publique responsable. Merci beaucoup Manon. Donc bonjour à toutes et tous, je suis Louise Vidal, donc moi je travaille à la MAX, la mission d'appui au développement des clauses sociales. Et donc effectivement, je travaille de manière très proche avec Manon, parce que l'économie circulaire a un impact fort en termes d'emploi et très complémentaire sur les aspects sociaux de la commande publique. Et effectivement, en fait, l'économie circulaire, elle a de positif en termes de social et de création d'emplois, que les emplois qui sont créés, les services qui sont créés sont généralement non délocalisables.
Donc c'est un vaste, champ en fait de compétences et de niveaux de qualification qui sont, nécessaires. Il y a une grande variété, y compris pour une main-d'œuvre qui est peu qualifiée, et donc une main-d'œuvre, qu'on retrouve dans tous les bassins d'emploi. Donc très important. Ce qui est important aussi, en termes, plutôt du coup social, c'est qu'il y a une répartition qui est homogène en fait, de ces emplois, étant donné que, il y a une nécessaire proximité en fait, des services, sur, les consommateurs. Donc il y a une répartition des emplois sur le territoire. C'est des emplois qui sont, comme on l'a dit, pérennes, qui sont pas soumis au risque de délocalisation, voilà, puisque de fait, il y a ce lien avec le territoire et du coup ce lien, avec, l'emploi qui est très fort, qui est plus fort que sur, le secteur classique. Dans l'économie circulaire, on l'a dit, il y a ces emplois qui sont, liés à la réparation, à ce qu'on appelle, l'économie de la fonctionnalité et qui sont généralement des emplois qui sont locaux. Voilà, et donc il y a toujours ce lien avec le territoire qui est très fort et donc ce passage, par la commande publique pour la création d'emplois, on l'a aussi. Donc sur les clauses sociales et ça vient, assez naturellement en tête quand on pense à la commande publique responsable, mais également sur la partie, environnementale et économie circulaire, parce que les emplois qui sont derrière, ce sont des emplois, voilà, très ancrés, au niveau territorial, pérennes et non délocalisables. Et on le voit d'ailleurs, très souvent, que l'achat selon les principes de l'économie circulaire permet de créer, des structures de l'ESS et on le voit, il y a beaucoup de structures de l'ESS, pris au sens large, qui sont, sur ces, segments achats-là et sur ces secteurs d'activité-là. On a beaucoup de SIAE, beaucoup de structures, du secteur, du travail protégé adapté, qui sont, sur ces activités-là, notamment de réemploi, de réparation, voilà, qui sont le cœur, donc de l'offre, et de l'économie, circulaire. Donc ça vient vraiment pour nous en complémentarité, en fait, de ce qu'on appelle, l'achat socialement responsable, voilà, au sens, plus strict du terme et c'est souvent on pense directement aux clauses sociales, mais voilà, la commande publique, circulaire est aussi vraiment dans cet aspect-là et on peut passer, si tu veux, à la slide suivante. C'est comme ça, en fait, qu'on envisage, l'achat public durable, responsable. C'est vraiment sur les 3 piliers, du développement durable c'est le volet économique, le volet social et le volet environnemental. Et on se rend compte en pratiquant l'achat public durable que les volets voilà, sont nécessairement interdépendants et qu'on ne peut pas fonctionner de manière silotée, en silo, d'accord? Il y a beaucoup d'interdépendance, beaucoup d'interconnexions et c'est ça qui fait tout l'intérêt de la commande publique durable c'est de pouvoir à la fois, acheter propre, acheter circulaire, créer des emplois locaux et maximiser, l'utilisation des deniers publics puisque in fine, c'est quand même, voilà, ce qu'on fait quand on fait de l'achat public, c'est quand même de l'achat et c'est quand même des deniers publics, donc on a cette exigence économique et on peut penser que l'achat durable, ça va contre, ce principe-là, mais pas du tout. Ça doit être envisagé comme un tout, et c'est comme ça qu'on fait un achat qui est pertinent et donc on vous a remis pour cette formation la définition du ministère de la Transition écologique, voilà, la définition de l'achat public durable et on voit bien qu'on a toutes ces composantes-là. On a la composante environnementale, la composante sociale, la composante économique, la prise en compte voilà, de l'ensemble, de l'intérêt de l'ensemble des parties prenantes. Et c'est vraiment pour ça, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, en intégrant tous ces aspects-là, comme l'a bien dit Manon, à toutes les étapes voilà, du marché et de la vie du produit ou de la prestation. Voilà, c'est vraiment le lien que je voulais faire et le message que je voulais faire passer, c'est de penser l'achat public durable comme un tout, un ensemble, et à chaque fois essayer quand on réfléchit à son achat, essayer de prendre en compte les différents piliers voilà, pour faire quelque chose de pertinent sur tous les aspects. Merci Louise. Effectivement, on voulait faire ce lien entre les 3 piliers du développement durable, comme vous l'a présenté Louise, dans une perspective plus globale d'achat responsable. Et on finit sur un dernier point dont on ne veut pas effectivement qu'il soit
qu'il soit aujourd'hui le principal pour mobiliser aujourd'hui les acheteurs publics, c'est aussi de répondre aux objectifs réglementaires qui se traduisent aujourd'hui à l'échelle de l'Europe et de la France. Obligation réglementaire qu'il est totalement possible aujourd'hui de dépasser. L'idée aujourd'hui est de vous faire réaliser à travers les prochaines interventions aussi pourquoi, comment la réglementation a intégré ces notions, mais aussi comment les mettre en œuvre. Ce serait un peu plus le thème de demain. Mais surtout de se mettre un peu dans une mobilisation plus globale qui permet d'intégrer ces notions et d'aller au-delà de ces obligations réglementaires. Alors, ça anticipe l'intervention à venir de SCOV Avocat qui interviendra donc sur l'évolution de la prise en compte de cette notion d'économie circulaire dans la commande publique, mais je vous ai repris quelques notions et quelques textes phares qui sont sortis à l'échelle européenne, par exemple le paquet économie-énergie adopté en 2018, qui donnait déjà quelques objectifs chiffrés, à savoir le recyclage ou la préparation en vue du réemploi d'au moins 70% des déchets municipaux, le recyclage de 80% de déchets d'emballage, un objectif de moins de 5% de mise en décharge de déchets municipaux et une réduction de 50% du gaspillage alimentaire. On était déjà à ce paquet économie circulaire en 2018 qui donnait ces grands objectifs. Par la suite, en 2020, le plan d'action pour l'économie circulaire a amené des notions sur ces 50 actions, plus de 50 actions qui étaient structurées autour de plusieurs axes comme la durabilité des produits et la réduction des déchets, en ciblant donc des secteurs prioritaires que sont le plastique, les textiles, l'électronique, les batteries, la construction et l'alimentation. Et également, il mettait l'accent sur cette création d'emplois et cette formation nécessaire en matière d'économie circulaire qui allait être vraiment générateur d'emplois dans les années à venir. À l'échelle de la France, le Code de l'environnement rattache lui-même directement l'économie circulaire à la commande publique. Donc, je reprends également cette définition. La commande publique durable est mise au service de la transition vers une économie circulaire. Donc, vous le verrez, c'est une définition très générique, mais qui en tout cas donne un rôle à la commande publique. Et c'est après ces définitions du Code de l'environnement qui vont se traduire de façon beaucoup plus concrète dans des textes de loi et des décrets d'application. Mais en tout cas, elle donne ce rôle, elle donne à la commande publique cet objectif de prévention et de réduction de déchets et dans un même temps, responsabilise l'acheteur public à travers la formulation, vous le voyez, d'un devoir d'exemplarité de la puissance publique. C'est vraiment présenté en la matière. Ça s'est traduit donc par récemment la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, la feuille de route économie circulaire, la FEC. En février 2020, la loi AGEC est apparue et vous voyez, il y a des décrets d'application qui sont en train de tomber au fil de l'eau. Et enfin, encore plus récemment cette année, la loi dite climat et résilience, donc portant lutte contre les dérèglements climatiques et renforcement de la résilience face à ses effets, qui consacre un pan entier sur la commande publique. Donc voilà, ça anticipe un peu la partie à venir, mais c'est également une des raisons de pourquoi aujourd'hui intégrer l'économie circulaire dans la commande publique, c'est aujourd'hui de s'aligner sur ces objectifs et ces obligations progressives qui se traduisent dans la réglementation. Alors, on s'est gardé 5-10 minutes de questions avant l'intervention de SCOV Avocat sur la suite de l'après-midi. Alors, est-ce qu'il s'est posé des questions dans le fil de conversation? Non. On n'a pas eu de questions. Je vous affiche nos contacts à Louise et moi-même sur les deux aspects de la mission. Et j'aimerais profiter quand même de ce petit temps d'échange pour savoir effectivement de votre côté, autour de la table sont réunis beaucoup d'acheteurs publics régionaux, mais également nationaux. Si je vous donne la main. Hop. J'aurais une question de Lucien Magnot. Je vais vous permettre d'activer vos micros pour pouvoir poser vos questions et pouvoir tâcher d'y répondre en direct.
Allez-y. Madame Manu, normalement, vous avez la main pour activer votre micro. Oui, allô, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui, non, en fait, non, je m'interrogeais juste par rapport aux objectifs réglementaires qui ont été fixés sur est-ce qu'on a déjà un premier état des lieux de là où on en est des objectifs, en fait, juste pour, arriver à construire des trajectoires, nationales, ou européennes? Parce qu'en tout cas, enfin, au niveau des territoires, j'ai l'impression qu'on est très, très loin des objectifs, donc voilà. Oui, alors la question de l'évaluation de tout ça, c'est toujours une question prégnante et principale, c'est de voir toutes les actions qui peuvent être menées, mais de savoir les évaluer et faire un reporting et de pouvoir commenter justement les effets bénéfiques des achats. On n'a pas, à ma connaissance, justement la vision nationale de où on se situe par rapport à ces différents objectifs. C'est le propre finalement de chaque structure de mettre en place un reporting et une façon d'auto-évaluer aussi sa stratégie et sa politique en matière d'achat responsable, puisque justement il va falloir à un moment reporter et pouvoir justifier l'atteinte de ces objectifs. Là, ça se pose particulièrement sur la loi AGEC qui présente des taux de réemploi, de réutilisation ou de recyclage dans certains marchés de fourniture. La DAJ a proposé des outils justement pour évaluer et puis savoir un petit peu comment rendre compte. Progressivement, c'est aussi un des objectifs de la mission que nous menons, c'est de pouvoir outiller les acheteurs publics sur ces outils d'évaluation et de suivi, et de pouvoir, à cette fin, renseigner un peu automatiquement les données de marché pour pouvoir l'atteindre par un système assez intuitif et simple en première lecture de remplissage des jauges par rapport à ces différents textes. Voilà, aujourd'hui, on travaille d'ailleurs à la mise à jour d'un outil qui avait été développé par l'ADEME en 2016, qui mérite d'être actualisé pour intégrer ces différents aspects dans les marchés et pouvoir directement auto-évaluer. Voilà, justement, parce qu'aujourd'hui, c'est une donnée aux différentes échelles qui est encore manquante en Ouais, construction. c'est ça. Juste, du coup, pour compléter ce que disait Manon, on a des chiffres, mais c'est plus générique. C'est l'Observatoire économique de la commande publique qui sort ça. Et du coup, on a des chiffres voilà, au niveau national. Donc, c'est une consolidation voilà, qui est basée sur les déclarations des acheteurs, donc qui n'est pas forcément toujours bien remplie. Mais c'est des chiffres voilà, qui sont quand même solides et sur lesquels on peut s'appuyer. Et par exemple, pour 2018, on sait qu'il y a eu des clauses sociales dans 12,5% des marchés et des clauses environnementales dans 15,8%. Voilà, donc ça nous donne une idée de la proportion du nombre de marchés et du travail qui reste à faire. Oui, j'aimerais pouvoir vous donner ces mêmes chiffres aussi sur l'intégration de clauses d'économie circulaire ou de clauses environnementales assez rapidement. Je vois Madame Joseph-Marie Moulamba. Alors, soit je vous laisse prendre la main et poser directement votre question, sinon je peux vous la lire. Vous demandez justement si on a un recul sur les lois adoptées, parce qu'effectivement, il y a un foisonnement et qu'il est difficile de s'y retrouver. Alors oui, c'est justement l'objet de la prochaine partie, d'essayer d'y voir clair sur tous ces textes, toutes ces obligations qui vont s'accumuler. Et c'est Elisabeth Gelot qui vient justement de se connecter, qui sera à la manœuvre pour vous permettre de clarifier un peu tous ces textes de loi et ces objectifs sur les différents segments d'achat de façon très synthétique pour y voir un peu plus clair.